Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans notre émission spéciale entretien. Comme l'actualité l'oblige, l'UDPS, parti présidentiel, venait d'entériner la candidature de Félix Tshisekedi. C'est vrai que ça a eu une rapidité dans la façon de faire les choses, ce qui fait que nous allons maintenant interviewer dans le cadre de cette émission un cadre, pas des moindres, M. Alexis Moutanda, qui est de l'UDPS et que son parti vient d'entériner la candidature de Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat. M. Alexis Moutanda, bonjour. Quel sentiment avez-vous après avoir vu votre parti politique UDPS entériner la candidature de Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat? Quel sentiment vous anime? Bon, je crois que mes sentiments, je ne sais pas ce que je peux dire, mais pour moi c'était un acquis. Donc je ne sais pas si à un moment donné quelqu'un avait pensé que les membres de l'UDPS pouvaient ne pas prolonger, si vous voulez, demander la prolongation du mandat du président Fachi. Pour la simple raison que il est indispensable qu'à l'heure actuelle, on puisse avoir quand même, disons, une certaine permanence au niveau de la gestion des dossiers du pays. Il va sans dire qu'à l'heure actuelle, nous vivons une situation extrêmement délicate au niveau de la sécurité du pays, au niveau du social de la population, au niveau de la défense des frontières de la nation et au niveau évidemment des problèmes de développement, sans parler bien sûr des autres dossiers aussi importants. Par exemple, dans la gestion de la chose publique, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de corruption, etc. Donc nous traversons à l'heure actuelle une situation extrêmement délicate. Et étant donné que le président Tshilombo vient d'accomplir, disons, son premier mandat, il va de soi que son propre parti puisse lui faire confiance et puisse lui renouveler sa confiance. D'ailleurs, avec le dernier congrès extraordinaire organisé à Kinshasa dernièrement, eh bien, ça me rappelle évidemment le congrès ordinaire qu'on avait eu en 2010 avec le président Etienne Tshisekedi, qui venait d'ailleurs de rentrer de l'Europe après un très long séjour pour des raisons de maladie, et qui avait inscrit également à son ordre du jour, disons d'abord, la confirmation du président en tant que président du parti, c'est-à-dire de l'UDPS, et puis ensuite, comme le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social aux élections de 2011. Donc, on dirait que l'histoire se répète, mais en fin de compte avec des personnes différentes, mais avec toujours le même souci, c'est-à-dire sortir le pays, n'est-ce pas, de la médiocrité, sortir le pays disons, du bourbier dans lequel évidemment, nous nous confondons depuis des années. Et donc, mon sentiment, eh bien, c'est, bien que le dossier était relativement facile, parce que on ne pouvait pas s'attendre au contraire, mais, disons, la confirmation du parti pour la réélection du président, pour le deuxième mandat du président Tshilombo, à mon avis, ça allait de soi. Alors maintenant que vous avez entériné cette candidature et que vous êtes sûr que votre enfant sorti de la maternité de l'UDPS, est-ce que vous avez quand même les soucis, comme en Afrique du Sud avec l'ANC? Aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas prendre ce modèle-là.
Oui, mais vous savez, chaque parti politique, chaque événement a ses particularités. L'UDPS, je ne peux pas dire qu'il est comparable à l'ANC, parce que d'abord, c'est deux partis politiques dirigés par des personnes différentes et qui tiennent compte, si vous voulez, des réalités de chaque pays. Non seulement de chaque pays, mais également à des particularités même au niveau des gestionnaires de ces partis. Et donc, je pense quand même que le parti se débrouille assez bien, bien qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Eh bien, lorsqu'un parti politique disons, peut s'assurer d'un leadership convaincant, d'un leadership de changement, disons, prouvé, eh bien, on peut s'assurer que et les membres du parti et la population qui compte beaucoup sur ce parti, ils peuvent se retrouver dans les résultats. Très bien. Parce que élection, c'est très bien, mais on a fait des élections en 2006. On a fait des élections en 2011, on a fait des élections en 2018, mais je ne peux pas assurer que la situation du peuple congolais aujourd'hui est meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a des fois où on a l'impression qu'on tourne en rond, et tourner en rond ça passe encore, mais lorsqu'on plonge pour, disons, dans la direction arrière, c'est-à-dire en reculant, eh bien c'est ça qui est beaucoup plus grave. Et effectivement, la situation aujourd'hui est beaucoup plus préoccupante qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. Et donc, par conséquent, les efforts à faire aujourd'hui sont beaucoup plus... Alors, puisque vous parlez de l'Afrique du Sud, bon, vous voyez que les données de l'ANC par rapport à l'UDPS, bien sûr, il y a des recoupements quelque part, mais de manière générale, je crois que ce sont des partis qu'il ne faut pas nécessairement, disons, comparer ou confondre. Oui. Parce que vous voyez en Afrique du Sud, ceux qui ont dirigé le parti de manière effective, ce sont des personnes qui avaient passé presque 30 ans en prison. Oui. Alors, mais ils avaient bien sûr des personnes exceptionnelles comme les Mandela. Et vous avez vu Mandela qui a remporté la première présidentielle. Et il n'avait pas insisté pour un deuxième mandat parce que son âge était très avancé. Oui. Mais il a tout simplement présenté une autre personne beaucoup plus jeune qui pouvait prendre la relève. Et celui-là aussi, après lui, eh ben, c'est encore un membre de l'ANC qui a continué le travail. Et jusqu'aujourd'hui, on peut dire que l'ANC est pratiquement son 4e président qui dirige l'ANC, ou plutôt qui dirige l'Afrique du Sud. Et il est tout à fait évident que s'il y a encore des élections aujourd'hui en Afrique du Sud, eh bien, il y a beaucoup de chances que l'ANC puisse encore prolonger le mandat de celui qui est là ou tout simplement élire encore un autre membre de l'ANC. Donc il y a une certaine régularité, il y a une certaine confiance, il y a une certaine, disons, comment je dirais, régularité, n'est-ce pas, dans la marche, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et si l'UDPS, c'est-à-dire notre Union pour la démocratie et le progrès social, pouvait suivre les pistes de l'ANC, en tout cas, ça serait une consolation pour tout le monde. Très bien. Monsieur le Président, notre question continue en vous disant que oui, il y a le tandem Muzito, le tandem Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Sesanga. Est-ce que ceux-là, avec Martin Fayulu, ne peuvent pas vous faire peur? Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Kamere, vous avez les gouverneurs des provinces presque sont acquis à l'UDPS. Avez-vous peur d'affronter les tandems Muzito, Fayulu, Moïse Katumbi?
Oui, mais vous savez, en politique, la politique, c'est un combat. C'est un combat des idées, un combat d'opinion, un combat de conviction. Les différents, enfin, disons, candidats que vous venez de citer, ils ne sont pas égaux entre eux, ils sont différents les uns aux autres. Il y en a même qui ont un passé tout à fait douteux parce que les dossiers qu'on est en train de sortir aujourd'hui des tiroirs, eh ben, pour certains d'entre eux, je crois que ce sont des dossiers tout simplement suicidaires. Alors, Ils ne peuvent pas vous faire peur. bon, ne pas faire peur, je ne sais pas, ce n'est pas à moi que ça doit faire peur, mais c'est plutôt à la population parce que c'est le peuple qui est le roi souverain. Alors c'est le peuple qui doit être informé suffisamment sur la réalité des choses et qui, le moment venu, va évidemment trancher dans un sens ou dans un autre en suivant ses intérêts. Mais il est tout à fait évident que ceux qui ont des dossiers judiciaires ou ceux qui sont trempés dans des dans des dossiers peu honorables, ils peuvent quand même être sûrs que leurs chances sont quand même réduites au minimum. Parce que le peuple, même si vous lui donnez à boire, n'est-ce pas, à longueur de journée, mais à un moment donné, il peut prendre conscience, n'est-ce pas, de la réalité des choses et surtout penser que les politiciens, ceux qui dirigent le pays, les conduisent évidemment à son destin et si la personne qui est là n'est pas capable de le faire d'une manière honorifique, eh ben, c'est le peuple lui-même, quelle que soit sa nature, qui décide à endigner le sort sur base des réalités vécues. Merci beaucoup. Les dossiers que nous voyons apparaître aujourd'hui au niveau, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des informations, au niveau de la justice, etc., eh ben, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de ceux que vous avez cités là-bas qui doivent tout simplement renoncer parce que il faut être vraiment diabolique pour continuer à ambitionner un poste que vous ne pouvez pas avoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis accompagné de Francis Moulami, qui est de Excellence TV, qui a quand même une question à vous poser. Merci beaucoup, M. Urbain. Merci aussi à l'honorable Alexis Moutanda. Monsieur Alexis Moutanda, avec tout ce que vous avez eu comme lourde responsabilité au sein de votre parti UDPS, ça vous fait comment, lorsque vous attendez peut-être certains de vos détracteurs dire que non, vous n'êtes pas de l'UDPS, comme ce fut le cas en 2018? Oui, évidemment, vous savez, on ne peut pas manquer dans une société des personnes qui soient, disons, qui puissent avoir une certaine petitesse d'esprit et qui se contredisent eux-mêmes, qui contredisent leur propre conscience, tout simplement parce qu'ils veulent nuire à tel ou tel. Je ne sais pas ce qu'on gagne dans ce jeu maléfique. Mais toujours est-il que, toute blague mise à part, lorsqu'on apparaît quand même sur la liste, n'est-ce pas, des candidats du parti, voilà, disons aux élections et de 2018 et de 2023, on peut quand même se poser la question de savoir, mais ces candidatures, pourquoi est-ce qu'elles sont acceptées, pourquoi elles apparaissent, etc. Donc, si le monsieur n'est pas de l'UDPS, comment expliquer que systématiquement, il apparaît sur ces listes. En 2011, évidemment, on était sur la liste. En 2018, la même chose. Et puis maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des preuves quelque part, disons, de quel moment on a quitté le parti, oui, qu'est-ce qu'on a fait après, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder, n'est-ce pas, sur toutes ces personnes qui sont animées de mauvaise volonté et qui se mentent réellement à eux-mêmes parce que vous voulez mentir aux autres sur des choses qui sont tellement évidentes
Alors je crois que c'est vous-même qui mentez, hein, qui devenez ridicule et même, disons, tout simplement un personnage très peu crédible. Et vous perdez évidemment toute la valeur parce que le jour où la vérité, n'est-ce pas, éclate au grand jour, et c'est vous qui devenez le plus ridicule. Vous prêchez une chose et puis le lendemain, c'est le contraire qui est prouvé. Alors en ce moment-là, je ne sais pas qui est ridicule. Hein. Voilà. Toujours dans ce même chapitre des élections, nous parlons maintenant de votre candidat, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, trop appelé ici en République démocratique du Congo, Fachi Béton. Vous pouvez aussi nous donner quelle connotation vous pouvez donner à cette appellation? Oui, mais j'ai déjà répété ça, expliqué ça plusieurs fois. Puisque vous posez la question, on peut encore revenir là-dessus. Oui. Bon, vous savez, les surnoms, on les donne à n'importe qui, hein, et à n'importe quel moment. Oui. Hein, ça dépend de l'intention de celui. Je ne sais pas dans quelles circonstances ou quelles sont les personnes qui l'ont. Parce que Fachi, ça c'est maintenant que nous... j'ai travaillé longtemps avec le président quand j'étais aux relations extérieures, quand j'étais secrétaire général, et même aux dernières élections en 2011. Fachi Béton n'existe pas à l'époque. Oui. Mais c'est plutôt maintenant qu'ils occupent les fonctions du président de la République qu'on lui donne ce terme-là. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en réalité, ces gens n'avaient pas mal réfléchi. Oui. Parce qu'en fin de compte, au moment où il a été élu président de la République et qu'il a pris officiellement les fonctions, eh bien, la situation du pays n'était pas du tout très brillante, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan sécuritaire, et surtout pas sur le plan sécuritaire. Alors, on a vu le monsieur se débrouiller d'une manière tout à fait systématique. Hein, premièrement, en créant un corps là qu'on appelle maintenant l'Union sacrée. Sacrée, oui. Où il avait compris que sans la majorité au Sénat, sans la majorité aux choses à l'Assemblée nationale, très bien. Et puis sans la majorité entre guillemets dans les provinces, oui. Mais il ne pouvait pas travailler. Alors il a commencé par cette branche, oui. Et en créant l'Union sacrée, on a vu très rapidement, hein, les choses évoluer très rapidement, de manière qu'il s'est mis à contrôler ses organes avec, disons, une certaine facilité. Et puis ensuite, le deuxième dossier, évidemment extrêmement délicat, c'est le dossier sécuritaire, et spécialement à l'est du pays. Je vous rappelle qu'en 2018-2019, quand il a prêté serment, mais, on comptait plus de 250 groupes armés à l'est du pays. Et puis, on se demandait même par où il fallait commencer, etc. Parce qu'il y avait également le problème de l'armée nationale. Oui. Vous ne pouvez pas maîtriser la situation sécuritaire du pays si vous ne possédez pas l'armée nationale. Alors, le président de la République, évidemment, étant le chef des armées et tout cela, eh bien, il s'est mis également Alors, quel était le grand problème avec les FARDC, nos fameuses FARDC? Eh bien, le plus gros problème était que l'armée était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Alors, vous pouvez demander d'où ça vient, mais c'était très simple. Ça commence déjà avec le dialogue intercongolais. Non, même pas. Le dialogue intercongolais est venu après. C'était d'abord avec la prise de pouvoir de l'AFDL. Oui. Lorsque l'AFDL a pris le pouvoir à Kinshasa et dans le pays, eh bien, la première nomination qui a été faite, c'est que le général en chef de l'armée nationale congolaise était M. Kabarebe, hein, qui était en fait un général de FPR. Alors vous comprenez que ce monsieur, une fois qu'il était à la tête de l'armée nationale,
eh bien, il a placé ces pillons un peu partout, et spécialement dans l'est, disons, dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu. Et puis ensuite vient le dialogue intercongolais, là encore une fois avec les RCD Goma, eh bien, pour que ces gens puissent travailler ensemble avec les autres, ils avaient posé une condition. Eh bien, cette condition était qu'il fallait fusionner l'armée des RCD. Donc ça veut dire que tous les Banyamulenge qui étaient dans RCD devaient être mixés ou brassés, etc., dans l'armée nationale. Donc encore des centaines de personnes inconnues, disons de nationalités différentes, etc. Et tout ça. Et puis vient le dialogue intercongolais. On a vu, oui, c'était avec le RCD, ça on a déjà dit. Et puis quelques mois après, c'était Kundabatware qui avait fait également la même chose à Bukavu avec une rébellion qui était montée de toutes pièces. Et encore une fois, pour s'entendre avec Kundabatware et Mutebusi, il fallait encore une fois mixer. Et en 2013, c'était le M23 qui apparaissait quelque part aussi de manière tout à fait brusque. Et il fallait encore une fois passer par la même opération. Alors vous comprenez, ça fait 4 étapes, 4 opérations extrêmement importantes et très délicates où l'armée nationale était massivement, disons... alors le président nouvellement élu se trouvait devant cette situation où il avait une situation précaire sur le plan sécuritaire et un outil de travail qui était complètement banalisé. Et encore une fois, on a vu comment le président s'est débrouillé tant bien que mal à maîtriser cette situation et arriver aujourd'hui à une armée nationale qui vaut plus ou moins la peine parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, tout cela, ensuite, vous avez le bien-être social qui est prôné par le parti, etc., et qu'il fallait assurer. Et je peux vous assurer que ce n'est pas... Alors, en regardant un peu toutes ces choses et de la manière dont M. le Président s'est débrouillé pour... alors, le béton dont on parle, évidemment, ça m'a inspiré tout de suite une image... disons, de béton de construction. Vous voyez un peu le béton quand une personne veut construire un immeuble de plusieurs étages, la première chose qu'il essaie de faire, c'est d'assurer de très bonnes fondations pour cet immeuble. Et vous ne pouvez pas assurer de très bonnes fondations si vous n'avez pas un béton de valeur. Or, quand on entre maintenant dans la composition du béton, eh bien, on trouve toutes sortes, évidemment, de matières, hein, comme la caillasse, comme le sable, comme le ciment, comme le fer à béton. Alors, si ces choses, ces composantes ne sont pas de très bonne qualité, vous ne pourrez jamais avoir un très bon béton. Raison pour laquelle il faut, premièrement, assurer que les composants de ce béton puissent être de très bonne qualité. Et ensuite, vous pouvez disposer de ces bonnes matières, c'est très bien. Mais il faut maintenant une personne, un maçon, qui lui aussi c'est un grand connaisseur, qui doit prendre toutes ces matières, les mettre ensemble pour faire le mélange qui convient pour faire ce travail. Alors, quand on regarde maintenant la réalité de notre pays, mais c'est une image qu'on peut appliquer également à notre population. Parce que si le chef constitue le béton, ça veut dire que, disons, tous les combattants, tous les compatriotes, ceux qui sentent qu'il faut marcher dans la voie du développement, doivent s'unir pour pouvoir apporter, hein, disons, à cet élément, c'est-à-dire à ce béton, toutes les composantes de meilleure qualité possible. Et alors construire cette bâtisse, parce que même si vous avez de très bonnes fondations, mais il faut également élever les murs toujours avec le même béton, jusqu'au moment où vous arrivez. Alors, étant donné que nous avons un pays de 26 provinces et que nous sommes en train de construire un immeuble, on peut dire que nous construisons un immeuble de 26 étages et auquel, évidemment, nous devons
utilisé. Et qui utilise ça, évidemment, c'est l'Union pour la démocratie, c'est-à-dire tout ce peuple-là qui était uni pour démocratiser le pays, qui doit se mettre à l'œuvre, hein, disons, pour monter. Et ensuite, vous savez, un immeuble, bien sûr, vous l'avez construit, il est solide, mais il faut qu'il soit agréable. Voilà. Vous devez vivre là-dedans, vous devez travailler là-dedans, vous devez... Alors, il faut des électriciens, il faut des peintres, il faut des plombiers, etc. Et comme vous avez 26 étages, mais vous allez vous dire, mais comme si je suis au rez-de-chaussée, je vais aller au 22e étage, mais je ne veux pas monter par... Alors, il faut également des ascenseurs. Alors, tous ces techniciens, évidemment, proviennent de qui? De cette population qui participe à la construction et qui fait de manière qu'un jour, on a une grande bâtisse dans ce grand village qui s'appelle Le Monde, et cette grande bâtisse s'appelle la RDC. Et nous avons déjà un président qui est là et qui s'appelle Béton et qui doit, en fait... Alors, s'il a fait déjà du bon travail au premier mandat, pourquoi ne pas lui donner le deuxième pour parachever l'œuvre qu'on a commencée, quitte à ce qu'après, évidemment, après lui, eh bien, ceux qui viennent après puissent continuer cette œuvre, parce que c'est une œuvre de longue haleine. On ne peut, Paris ne s'est pas construit en un seul jour, Washington non plus. Et vous pouvez même aller à Toronto ou aller à San Francisco, de toutes les grandes, de même Tokyo et tout ça. Eh bien, les Japonais vous diront que Tokyo n'a pas été construite en un seul jour. Et Kinshasa aussi, ou plutôt la République de la RDC, c'est aussi une œuvre gigantesque qui demande la contribution de tout le monde pour que cette bâtisse puisse être respectable. Alors, le béton dont on parle, évidemment, vous voyez comment, en imaginer un peu, en jouant avec les mots, en jouant avec les choses, on peut arriver à cette image que nous pouvons expliquer à tous nos combattants et surtout à tout notre peuple, que pour arriver à créer une société de confiance, c'est-à-dire une société qui a des objectifs, une société qui a une vision, une situation où tout le monde doit se mettre ensemble pour être debout et construire un pays plus beau qu'avant, eh bien, arriver au bien-être social, eh bien, il faut la contribution de tout le monde. Et c'est pour cela que les élections qui arrivent, si je peux encore une fois demander à notre population de ne pas jouer aux petits jeux, etc., parce que le changement ne peut venir que des élections libres et transparentes. Parce que c'est le peuple souverain qui va s'exprimer et qui va élire, disons, ces leaders de demain. Hein, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors si le peuple peut se mettre ensemble, travailler pour sortir des leaders capables d'encadrer les masses populaires, on peut être sûr et certain que d'ici 10 ans, eh bien, le pays peut décoller, mais d'une manière définitive cette fois-là. Merci beaucoup, honorable Mutanda. Merci aux chers téléspectateurs pour avoir suivi cette émission. Nous avons reçu pour vous l'honorable Alexis Mutanda qui se félicite de plébiscite de son candidat qui est le président de la République par son parti UDPS. Nous avons parlé également du concept Fachi Béton. Tout le monde parle Fachi Béton, mais dans la connotation que lui donne l'honorable Alexis Mutanda, nous avons compris que le béton dont on parle doit avoir des choses de bonne qualité qui entourent ces bétons. Dans la contribution. Voilà, il faut contribuer pour que ces bétons soient toujours durables, puisque la nation à construire compte 26 provinces, c'est la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'étais accompagné de M. Francis Moulami de Excellence TV officiel et de Tony Kambila, Tempête des Tropiques. Restez branchés sur les programmes des canaux numériques télévision. Merci à Daniel Chisungu, Papi Bomboussa, au revoir.